Donc, je vais vous parler effectivement des COP climat et biodiversité comme étant au cœur des liens entre mer et changement climatique. Puisque, effectivement, comme ça a été dit, on n'a pas d'organisation internationale qui soit dédiée à la question, des changements climatiques, mais, on a une COP, climat. En revanche, elle est dédiée donc au climat, pas forcément au lien entre climat et océan. Et les COP biodiversité vont, on va le voir, faire un peu mieux ce lien, peut-être entre climat et océan. Donc rapidement, en introduction, les liens entre climat et océan sont de mieux en mieux compris et pris en compte par l'ensemble des on l'a vu, par l'ensemble des acteurs de la gouvernance, internationale et de la gouvernance océanique, donc ça a été, rappelé. Hem et parmi ces acteurs, on trouve les COP, les conférences des parties, qui jouent un rôle de plus en plus important. La doctrine s'interroge sur la nature juridique de ces COP. Est-ce que ce sont des quasi-organisations internationales? Est-ce que ce sont carrément des organisations internationales ou au contraire, est-ce qu'on reste sur des institutions vraiment hybrides? D'ailleurs, le terme institution est peut-être pas le plus adapté puisque justement ce qui leur manque, c'est cette dimension vraiment, institutionnelle, et permanente. Mais voilà, cette réflexion, et on va pas la développer, mais elle est intéressante dans le sens où la compétence normative finalement des COP, elle s'aligne un petit peu sur celle des organisations internationales avec des décisions qui peuvent parfois, enfin qui sont la plupart du temps recommandatoires, mais qui peuvent également être contraignantes. Et puis, donc avec une approche au cas par cas qui est nécessaire. Et puis la question de la participation, qui certes est plus large, relativement large, hein, dans les COP, mais au final, même au sein des conférences des parties, ce sont les États qui sont les seuls à avoir un droit de vote, et tous les observateurs qui ont le droit de s'exprimer, etc., et qui ont plus de place quand même que dans les organisations traditionnelles, ils n'ont pas la possibilité de voter. Donc on voit vraiment que la frontière entre les deux catégories tend à se dissiper, et on peut se demander si le caractère peut-être plus souple des COP ne permet pas de mieux appréhender la question des changements climatiques, qui serait une question assez transversale, correspondant bien à ces éléments. Donc on va voir en trois temps. D'abord le rôle donc relativement limité de la COP climat quant au régime juridique relatif aux effets des changements climatiques en mer. On s'intéressera ensuite au rôle de la COP biodiversité. Donc les deux conférences des parties ont été mises en place en 1992 avec la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques et puis la Convention sur la diversité biologique. Et on s'intéressera dans un dernier temps au rôle potentiel, cette fois-ci, de la conférence des parties qui va être créée dans le cadre de l'entrée en vigueur de l'accord BBNJ. Alors en ce qui concerne le rôle de la COP climat, donc effectivement c'est un petit peu la première à laquelle on pense, et on a pu constater qu'avant 2015, l'océan était considéré vraiment comme le grand absent des COP climatiques. On ne parlait quasiment pas d'océan. Alors certes, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques évoque l'océan, le mentionne, évoque la question des puits de carbone, mais c'est vraiment très, très embryonnaire, et les COP ne s'étaient pas du tout saisis de la question avant 2015. En 2015, mais je ne sais pas pourquoi ça ça défile plus. Je sais pas. En 2015, on a l'adoption de l'accord de Paris qui a un petit peu permis quand même de changer les choses, et qui a fait que, voilà, très bien. Ah, et qui a permis à non, voilà, OK. Et qui a permis donc de prendre en compte, en tout cas de parler de l'océan et du rôle de l'océan en matière climatique dans le cadre de la COP, grâce à l'action, au rôle d'acteurs non étatiques. On peut citer la COI de l'UNESCO ou la plateforme Océan et Climat, par exemple. Mais voilà, c'est surtout les acteurs non étatiques et les ONG qui ont permis de pousser un petit peu cette question, puisque certes, on parlait un petit peu des forêts. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui lors de la COP 30 à Belém, hein, les forêts comme étant un puits principal de carbone, mais finalement, l'océan est également un puits de carbone très important. Et donc, c'est à partir de 2015 qu'on a commencé à prendre en compte cette question. Et donc, dans les COP qui ont suivi, alors bien sûr, on ne va pas toutes les énumérer puisqu'il y en a
chaque année, mais quand même, voilà, petit à petit, au fil des conférences des parties à la Convention 4 sur les changements climatiques, l'océan a commencé à prendre une place de plus en plus importante. Donc on peut mentionner par exemple la COP 23 en 2017 qui a permis le lancement d'un partenariat voie océanique par les îles Fidji, donc avec la question voilà, des petits États insulaires en développement qui a un peu été mise au centre des discussions, enfin au centre ou pas, mais en tout cas qui a été abordée dans l'objectif de renforcer l'action climat liée à l'océan. On peut mentionner donc en 2019 l'influence qu'a pu avoir le troisième rapport spécial du GIEC sur l'océan et la cryosphère. Donc ce rapport a vraiment permis de renforcer la légitimité scientifique de l'océan comme un enjeu climatique et a directement influencé la COP 25 qui a eu lieu en 2019, qui était présidée par le Chili, qui a vraiment voulu faire de cette COP la COP bleue. Elle a été surnommée la COP bleue. Bon, concrètement, les résultats ne sont pas vraiment à la hauteur de l'ambition qui était annoncée, puisque voilà, on a un petit peu parlé de l'océan, avec notamment une décision. C'est quand même la première fois que dans une décision de la COP, on parle voilà, de l'océan en établissant un mandat pour un dialogue sur l'océan et le climat. Mais encore une fois, c'est très voilà, la question de l'océan, elle est un peu, elle est présente un peu autour, mais elle apparaît assez peu finalement dans les décisions de la COP. COP 26 avec l'initiative Because the Ocean et la mention de l'océan dans le Glasgow Climate Park. Donc voilà, mais on est toujours sur des petites mentions, sur des tentatives de favoriser une plus grande coopération entre climat et océan. Et en 2023, par exemple, on peut mentionner la création de l'Alliance pour la résilience océanique et le climat, et la déclaration commune sur le climat, la nature et les populations, où là, on a vraiment quand même, voilà, en termes de mention et de prise de conscience, quelque chose d'un peu plus systématique. Peut-être que ce qui est plus intéressant au niveau des COP climat, c'est le fait que il y a un lien qui a été fait avec l'accord de Paris et avec le fait que donc l'océan est considéré comme un acteur clé dans la lutte contre les changements climatiques, notamment par le fait qu'on peut accentuer, améliorer ce rôle, ou du moins le préserver de puits de carbone, et que donc dans certaines décisions, notamment la décision qu'on a mentionnée tout à l'heure de la COP27, les parties sont désormais systématiquement encouragées à envisager les questions basées sur l'océan dans leurs objectifs climatiques nationaux. Et donc, ça se traduit, et je me base ici sur un travail qui a notamment été réalisé par Charline, d'aller vraiment examiner toutes les contributions déterminées au niveau national des États, donc à jour, pour essayer de voir un petit peu. Alors, je vous transmets simplement quelques résultats parce que c'est pas vraiment l'objet du colloque, mais quand même, grâce au fait que ce soit mentionné systématiquement et recommandé systématiquement au sein des COP, les États, donc les 2/3 des États font référence à la mer ou à l'océan dans leur contribution déterminée au niveau national, donc c'est quand même une majorité. Et ces États représentent 3/4 des États côtiers. Donc 3/4 des États côtiers, on peut se dire peut-être que pour les États enclavés, c'est moins une problématique importante. Les 3/4 des États côtiers mettent vraiment en évidence dans leur contribution déterminée au niveau national le rôle de l'océan en matière de changement climatique. La majorité des États se focalisent prioritairement sur des mesures d'adaptation. Donc, on parle surtout de l'adaptation, surtout du fait, voilà, comment se protéger des changements climatiques qui constituent une menace, et moins comment l'utiliser comme un levier. Et les principales thématiques mentionnées dans les contributions déterminées au niveau national des États sont d'abord la protection des écosystèmes marins, la limitation des émissions dans la navigation et dans les ports, on en parlera tout à l'heure, la création d'aires marines protégées, on le mentionnera également, et la pêche ou encore les pollutions. Voilà, donc ça c'est peut-être là en matière de climat, il y a des choses qui sont intéressantes et qui permettent vraiment désormais de faire le lien entre changement climatique et océan. Concernant la COP biodiversité, cette fois-ci, on a un rôle qui va apparaître plus important et plus tôt, enfin de manière plus importante, et qui va apparaître plus tôt, dès les années 2000, on va le voir, sachant que on peut mentionner en ce qui concerne la conférence des parties, donc à la Convention sur la diversité biologique,
que dès 1995, lors de la deuxième COP, le lien entre biodiversité en général et biodiversité marine a été mis en évidence et les questions océaniques ont été largement intégrées dans le champ de compétences de la Convention sur la diversité biologique, de la COP, avec le mandat de Jakarta. Et ce mandat de Jakarta, ce qui est intéressant, c'est il va exprimer, dans cette décision de COP, on a déjà une expression de la préoccupation concernant les graves menaces qui pèsent sur la biodiversité marine et côtière. Mais parmi ces menaces, on ne liste pas encore les changements climatiques. On parle de phénomènes tels que l'altération physique du milieu, la destruction, la dégradation des habitats, la pollution, la surexploitation, etc. Donc en 95, c'est pas encore vraiment un sujet. En 2001, dans le cadre de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, on va créer un groupe spécial d'experts sur la diversité biologique et les changements climatiques, qui sera chargé de donner des conseils scientifiques et techniques sur les liens entre biodiversité et changement climatique, donc y compris concernant la biodiversité marine et côtière. Et puis, c'est en 2004 qu'on voit apparaître dans les décisions vraiment de cette conférence des parties, à partir de 2004 et jusqu'à aujourd'hui, lors de chacune des COP, on va avoir une décision intitulée Biodiversité et changement climatique. Donc en 2004, il était question de demander aux parties d'examiner les effets des changements climatiques sur les écosystèmes et d'intégrer ces effets dans les stratégies de gestion. Donc avec la recherche dès le départ en fait d'une synergie avec les autres conventions et une référence à ce qui se faisait par ailleurs. Donc par exemple dans le cadre de la COP, la convention Ramsar, on parlait déjà de la question des changements climatiques en lien avec les zones humides. En 2008, lors de la 9e COP, la décision, la 16e décision visait à intégrer les facteurs relatifs au changement climatique dans tous les programmes de travail concernés, faciliter la coordination. Donc on est vraiment sur cette question d'inviter à plus de synergie, de coordination, d'harmonisation. Et c'est peut-être là d'ailleurs que la souplesse des COP leur donne un avantage et leur permet ce rôle très complémentaire des organisations internationales, avec une reconnaissance de plus en plus importante des effets de l'acidification, ou encore une référence, et on en reparlera aussi ce matin, aux travaux dans le cadre de la Convention de Londres sur la fertilisation. Donc la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, c'est largement relayé cette question des effets potentiellement néfastes de la géo-ingénierie marine. En 2010, là, on a eu une étape très importante avec donc en particulier l'adoption des objectifs d'Aichi, qui ont vocation à permettre une vision intégrée de la lutte contre les changements climatiques et la biodiversité et la protection de la biodiversité. Et donc, on a un objectif spécifique dans les objectifs d'Aichi, l'objectif numéro 10, qui porte sur la question des effets des changements climatiques sur les récifs coralliens notamment. Et puis un objectif 15 qui porte également sur la résilience des écosystèmes et la contribution de la biodiversité au stock de carbone. Donc là, on a vraiment les deux éléments qui sont abordés. Donc certes, on est encore sur les objectifs d'Aichi, sur quelque chose de recommandatoire, etc. Mais malgré tout, ils ont vraiment vocation à servir de guide. Ensuite, rapidement, l'évolution progresse vers de plus en plus, systématiquement en tout cas, la reconnaissance d'un besoin d'intégration, l'importance notamment des aires marines protégées comme des solutions fondées sur la nature, les questions d'adaptation. Donc la COP biodiversité s'est vraiment saisie de toutes ces questions. Le rapport qui a été rendu en 2019 par l'IPBES, par la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, donc qui est le pendant du GIEC, mais pour la biodiversité. Son premier rapport d'évaluation en 2019 montrait bien que les changements climatiques font partie des 5 facteurs, des 5 menaces les plus importantes sur la biodiversité. Et donc, ce rapport, cette évaluation mondiale de l'IPBES en 2019 a servi de base à l'adoption du cadre mondial sur la biodiversité de 2022,
qui a été adopté par la COP 15. Et donc ce cadre mondial pour la biodiversité, il a une cible, tout comme le faisaient les objectifs d'Aichi, hein, c'est la continuité des objectifs d'Aichi. Il y a une cible spécifiquement dédiée à la question des changements climatiques qui vise à atténuer les effets des changements climatiques et de l'acidification des océans sur la biodiversité, renforcer la résilience de celle-ci grâce à des mesures d'atténuation, y compris donc aux moyens de solutions fondées sur la nature, etc. Donc là, on est vraiment dans un document qui a certes une valeur non contraignante, mais une vision extrêmement intégrée entre les différentes problématiques. C'est un document qui est très ambitieux et qui a vocation à se retrouver décliné au sein des États par des indicateurs spécifiques, etc., dont les États vont devoir rendre compte. Donc on peut espérer que ces éléments aient petit à petit un rôle de plus en plus, une portée de plus en plus contraignante. Mais voilà, en tout cas, donc c'est de cette manière-là dont la COP biodiversité aborde la question, avec cette préoccupation qui est encore mentionnée dans la dernière COP, la COP 16, une vision vraiment qui vise à encourager les collaborations. Alors ici, c'était entre le GIEC et l'IPBES, et la coordination multilatérale en général, en évitant les doubles emplois et en favorisant les synergies. Donc c'est un peu tout l'enjeu, et ça répond à ce qui a été dit juste avant. Comment faire avec une telle fragmentation? Il faut essayer de développer les synergies, de limiter les doubles emplois, et c'est peut-être là où c'est compliqué, étant donné qu'en matière ne serait-ce que de biodiversité, on a énormément d'institutions qui ont un rôle à jouer. En ce qui concerne maintenant la future COP BBNJ, donc évidemment, on ne peut pas du tout faire la même analyse étant donné qu'elle n'a pas encore été créée, mais on sait qu'elle le sera puisque l'accord a recueilli le nombre suffisant de ratifications pour pouvoir entrer en vigueur, et devrait entrer en vigueur en début d'année 2026. Et la COP devrait être créée en 2026 puisque elle doit être créée moins d'un an, au plus tard un an après l'entrée en vigueur, éventuellement début 2027. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accord BBNJ, qui a été adopté donc en 2023, il intègre directement les questions climatiques dans certaines dispositions. Et c'est vrai que c'est un accord qui est plus moderne peut-être que les précédents, étant donné que là, on a vraiment ce lien qui est fait, non seulement dans le préambule, mais aussi directement dans d'autres articles. Donc le préambule, par exemple, il constate la nécessité de lutter de manière cohérente et coopérative contre la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes, due aux effets des changements climatiques tels que le réchauffement, la désoxygénation ainsi que l'acidification. Donc on est en plus de plus en plus précis quand même quant à ces effets qui doivent être pris en compte. On peut mentionner le fait que dans la définition de la notion d'impact cumulé, qui doit être prise en compte dans les études d'impact environnemental, les conséquences des changements climatiques, de l'acidification de l'océan et leurs effets connexes sont pris en compte. Donc dans ces impacts cumulés, il faudra que les effets des changements climatiques soient abordés. L'accord, ensuite, il repose, ça c'est l'article 6, sur une approche qui renforce la résilience des écosystèmes, notamment à l'égard des effets néfastes des changements climatiques, de l'acidification, etc. Et ensuite, en ce qui concerne les aires marines protégées, il y a des dispositions dont l'article 17 qui porte sur le fait que les AMP en tant que tels ont parmi leurs objectifs le fait de lutter contre les changements climatiques. Donc créer une AMP, ça a notamment pour objectif de lutter contre les changements climatiques. Et les changements climatiques doivent être pris en compte dans les critères relatifs à la détermination des aires à protéger. Donc pour désigner une aire protégée, il va falloir, on va pouvoir en tout cas prendre en compte sa vulnérabilité ou non face au changement climatique. Donc la COP à l'accord BBNJ, elle aura un rôle potentiellement très intéressant sur ces questions-là. Alors bien sûr, cet accord, il porte uniquement sur les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, donc la haute mer et la zone. Mais malgré tout, ça sera un complément potentiellement très intéressant par rapport à ce qu'on a vu auparavant. Cette COP, elle est donc mise en place par l'article 47 du traité. Ce qu'on peut juste signaler en 2 mots, c'est que il a également été décidé que ces décisions seraient prises par consensus et
mais avec une possibilité de recourir au vote, notamment pour essayer de lutter contre le fait que, comme c'est le cas par exemple en Antarctique, et je pense qu'on en reparlera cet après-midi, les décisions pour créer de nouvelles AMP ont souvent été bloquées par certains États, puisque le consensus était nécessaire pour créer des aires marines protégées. Donc ici, il est prévu pour essayer de contourner ce veto qui opère dans les faits, de recourir au vote des 2/3. Et puis la COP aura un rôle aussi potentiellement important puisqu'elle aura la possibilité de demander des avis consultatifs au tribunal international sur le droit de la mer. Voilà, et ce rôle, alors j'ai listé ici parmi les articles du traité qui font référence à la conférence des parties, mais on ne va pas tout lister. Simplement, ce rôle, il sera surtout visible pour le sujet qui nous intéresse en ce qui concerne les aires marines protégées, donc avec la COP qui va intervenir pour ce qui est des critères de désignation, pour les décisions de création des aires marines protégées, pour tout ce qui est collecte d'informations. Elle a également une possibilité d'adopter des mesures d'urgence. Alors, est-ce que ces mesures d'urgence peuvent être liées au changement climatique? Bon, je ne sais pas, peut-être. Et puis en ce qui concerne les études d'impact environnemental, la COP, elle aura aussi un rôle en matière d'établir des collaborations, de collecter des informations, elle doit adopter des lignes directrices, notamment potentiellement sur les activités qui vont être concernées par les études d'impact environnemental. Et la COP sera chargée également de réaliser des évaluations d'impact stratégiques et de définir des orientations pour leur réalisation. Donc voilà, là c'est un peu prospectif, mais on a des perspectives qui sont intéressantes. Donc simplement pour conclure quelques points de discussion, donc cette action des COP, on l'a vu, elle est plutôt axée sur les questions de financement, de coordination, de dialogue, de synergie, etc. Et c'est là l'enjeu le plus important peut-être, cet aspect limiter les doubles emplois, favoriser les synergies, oui, mais voilà, concrètement, comment le faire? Elle est moins basée, cette action, sur des décisions directes, contraignantes, la conclusion de traités, etc. Les deux facettes un petit peu de l'océan sont prises en compte à la fois comme victimes des changements climatiques et comme solutions. Et puis, simplement sur le fait qu'il, malgré tout, une des limites à cette recherche d'approche intégrée, qui est unanimement prônée et qui est systématiquement prônée, c'est le fait que parfois, les cadres normatifs ne sont pas totalement pas compatibles, mais convergents. Et par exemple, dans le cadre de l'adoption du cadre mondial sur la biodiversité et de sa cible 8 qui concerne les changements climatiques, un des éléments qui a été très discuté lors de cette COP, c'est le fait que la référence au principe des responsabilités communes mais différenciées avait été faite dans le texte, mais ça a complètement été bloqué parce que c'est un principe qui est très propre au droit du climat. Et en matière de droit de la biodiversité, en fait, implicitement, on peut dire qu'on met un petit peu en œuvre ce principe, puisqu'on différencie en ce qui concerne les financements, etc., les pays développés, les pays en développement. Mais malgré tout, voilà, le fait de l'inclure, de le noter sur le papier, ça a vraiment posé de forts problèmes. Et donc, c'est quand on va rentrer vraiment encore plus précisément dans jusqu'où doit aller en fait cette synergie peut-être, et où est-ce qu'on doit mettre la frontière. C'est peut-être ça une question qu'on pourrait se poser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup à tous les deux pour ces présentations très stimulantes. Ce qu'on vous propose, c'est d'écouter les deux intervenants suivants et ensuite de faire une session de débat après les quatre interventions.